Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo de comment créer un village ou une ville. Ça peut paraître drôle de dire comment créer un village, c'est simple, hein, c'est des bâtisses, tout ça. C'est juste qu'il ne faut pas oublier. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il faut prévoir tout. Il faut prévoir l'imprévisible. Lorsque on joue au donjon, personnellement, en tout cas, moi, je suis comme ça, on aime que ce soit fluide. C'est-à-dire que le DM soit bien préparé, les joueurs vont toujours apprécier ça. C'est choquant parfois ça brise le. C'est pas que c'est choquant, c'est que ça brise le rythme de Ah, OK, juste une minute, là, je vais aller vérifier, et là, il fouille dans ses livres. Ça peut arriver, et c'est normal, là. On peut pas justement tout prévoir, mais on peut essayer, par contre. Alors, moi, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ma méthode pour créer une ville. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une ville est une ville, un village, une capitale? Qu'est-ce qui détermine sa valeur et qu'est-ce qu'on peut y trouver et combien on peut payer pour ça? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui avec ma méthode. Je vais vous montrer et vous pourrez prendre les choses qui vous sont utiles là-dedans en espérant que ça vous soit utile au complet. La première chose à faire, c'est de définir vos besoins. Lorsqu'on crée une ville, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. Est-ce que vos besoins pour la quête ou pour vos joueurs, c'est simplement une petite halte pour pouvoir acheter de la nourriture parce qu'ils ont un long chemin à faire et ils ont besoin d'un endroit pour se reposer? À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'une grande cité portuaire ou une petite ville de fermier fait parfaitement l'affaire, ou même une maison de fermier peut faire l'affaire. Par contre, si vous avez besoin de vous réapprovisionner, mais plus en armes, en potions, des choses comme ça, ou en magie aussi. Là, plus on va chercher des objets qui sont spécifiques, plus rares, plus coûteux, plus la ville devra être imposante pour se le procurer. Attention, on peut avoir une épée courte partout. Sa qualité va changer d'un endroit à l'autre. Comment réussir à penser à tout prévoir? On va se faire un petit pense-bête pour pouvoir définir tout ça et savoir si on a comblé nos besoins. La première chose à faire, que moi je fais, c'est de définir qui gère la ville. Est-ce que c'est un duc? Si c'est un duc, à ce moment-là, ça va être une grande ville. Si par contre, non, c'est juste la milice, ça peut être une ville, une bonne ville ou un petit village. Si on parle juste d'un maire, ça peut être tout simplement une ville fermière, des choses comme ça. N'oubliez pas, le duc, il peut aussi être dans une petite ville, un petit village. Disons que ça dépend tout simplement de sa condition. Il peut avoir le titre de duc, mais être renié par le reste de la noblesse, donc un peu exilé, pas totalement exilé du royaume, mais juste exilé de la capitale. Et on lui a donné à gérer juste un petit hameau pour avoir la paix. Il y a toujours cette possibilité-là, à condition que vous ayez la raison qui l'accompagne. Quel type de dirigeant qu'il y a? La noblesse, c'est-à-dire le roi, duc, comte, vicomte, tous les titres de noblesse. Euh, il y a les nobles sans titre, c'est-à-dire un riche marchand peut être le dirigeant d'une ville. Ça peut être un chef de guilde. Ça peut être un simple maire élu par les gens, un régent quelconque en attendant que le vicomte d'un tel, des choses comme ça. Euh, ou même, pourquoi pas, le chef de guilde des mercenaires. C'est la raison d'être de la ville. Donc, c'est la guilde de mercenaires qui fait vivre la ville. Ça peut être aussi une guilde de voleurs. Évidemment, là, ce ne sera pas dit ouvertement. Tout est possible, à condition qu'on ait la raison.
Maintenant, combien d'habitants dans notre ville? Si on parle de moins de 50 habitants, généralement, on va dire c'est une caravane de nomades. C'est-à-dire qu'ils sont là présentement. Dans un mois, c'est possible qu'ils n'y soient plus. C'est des nomades, ils se déplacent. Donc, ce serait leur petite caravane qui forme une sorte de petite ville temporaire, évidemment. Entre 50 et 150 personnes, on va parler d'une ville fermière. Une ville fermière, c'est-à-dire que vous avez un regroupement central qui va être entouré de fermes. Évidemment, la population est répartie là-dedans. Donc, vous avez une petite quantité qui gère une petite ville, justement avec des petits étals pour vendre les choses. Évidemment, il faut aussi un charpentier pour aider. Il faut peut-être un prêtre. C'est pour ça qu'il y a quand même une petite ville à la base. Et la personne pour diriger le tout. Et la protection, tout ça. Donc ça va être... La plupart de la populace va être, disons, moi je mets en général environ 6 000 de rayons autour de la ville. On peut aller jusqu'à 10 pour les fermes. Maintenant, de 150 à 500 habitants, on va parler d'un village côtier. Donc un petit port. Ils sont sur le bord des côtes. Il y a des bateaux qui peuvent arriver là. C'est pour ça que ça peut aller jusqu'à un petit peu. Mais ce ne sera pas le point commercial. Pas avec juste 500 habitants. Mais ça va être des chalutiers, des bateaux de pêche, des choses comme ça. Eux vont être un petit peu plus nombreux, donc le village est un petit peu plus grand. De 500 à 1500, on va parler d'un village commercial. Là, ça peut être sur le bord de l'eau. Là, à ce moment-là, le port va être plus important. Ça peut être sur la route principale. Si vous avez une route qui part de la capitale et qui va, peu importe la direction, mais elle est la principale commerciale, le village qui va être là, il va être plus imposant. C'est pour ça qu'il peut aller jusqu'à 1500. Et là, il va y avoir beaucoup, beaucoup plus de commerce et de tavernes, des choses comme ça. 1500 à 2000 habitants, là, on parle carrément d'un port. Là, un port, pourquoi? Parce que là, vous allez avoir des constructeurs de bateaux, des réparateurs de bateaux, des entrepôts pour les marchands, euh, quelques tavernes, évidemment. La populace va y avoir beaucoup de métiers, hein, que ce soit un tisserand, un charpentier, tous les métiers qui peuvent être liés à la navigation. Les pêcheurs qui vont avoir là, qui vont vouloir profiter pour vendre le fruit de leur pêche aux, aux commerçants qui vont passer dans le coin. Et évidemment, les commerçants eux-mêmes qui vont avoir un endroit, un pied-à-terre pour leurs marchandises. Donc, on peut aller jusqu'à 2000, facilement 2000 habitants. Toujours possible plus gros, c'est pour donner une idée de grandeur. Maintenant, pour une ville de 2000 à 4000 habitants, on va parler d'une ville principale. Elle est absolument située sur la route principale, pas une des routes, la route principale. Elle va être située là, elle va être traversée donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe. Mais le chemin passe automatiquement dans la ville. Et elle va être imposante. Elle peut aller jusqu'à 4000 personnes, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est grand, bien clôturé, pas clôturé, mais fortifié. Beaucoup de milices, des gardes, une noblesse, tout ça. C'est une des villes principales du commerce. Et plus de 4000 personnes, on parle de la capitale. Le point central de l'histoire, généralement, pas nécessairement, mais le point central de la noblesse, normalement là où le roi a son château. Généralement, on le met au centre, mais ce n'est pas une obligation, tout dépendant de si vous êtes comme adossé sur une falaise. Là, à ce moment-là, le château va être bien protégé en ayant dans son dos la falaise. Mais autrement, si on parle d'un terrain relativement plat, on va le placer au centre. Ensuite de ça, pour toutes ces catégories-là, ça, c'est les catégories de villes qu'on peut trouver, ville-village.
évidemment, je n'ai pas parlé de camp gobelin, village aux traces. Je généralise, OK? C'est vraiment pour donner un ordre de grandeur. Ce qui va déterminer aussi la valeur de vos villes, ça va être la richesse des nobles. Donc, qu'est-ce qu'on a comme noble? Évidemment, il y a la noblesse à titre, c'est-à-dire le comte, le vicomte, le duc, tous ces gens-là. Euh, Ils vont avoir le titre, mais généralement, ils ont une raison aussi derrière. Ils vont être propriétaires terriens, c'est-à-dire qu'ils vont louer des maisons dans la ville. Ils vont être, ou encore, des maisons, ça peut être aussi pour des fermes alentours. Mais là, on parlerait plus d'un marchand, un riche marchand. Justement, un riche marchand fait faire partie de la noblesse. Euh, il y a plusieurs types comme ça. Vous allez avoir des nobles euh, qui sont par héritage, que ça a cessé de grandir et qui, au contraire, diminuent parce qu'ils dépensent trop. On peut le prévoir, ça peut être un élément accrocheur. Ensuite de ça, il y a les riches marchands qui font venir qui ont des flottes de bateaux, font venir leurs marchandises d'ailleurs. Eux, ils peuvent avoir une bonne richesse. Enfin, on voit un peu ce qu'on sous-entend par là. Ensuite, comment on détermine quelles sont les marchandises et les services offerts dans une ville? Eh bien, tout va aller selon la grandeur de votre ville. Comme par exemple, une taverne. Dans une ville fermière de 150 habitants, il n'y en a pas de taverne. Il va y avoir un endroit de beuverie, mais ils n'offriront pas le gîte ni le couvert. Là, à ce moment-là, dans ces endroits-là, vous pouvez être hébergé par un fermier, par oh, il y a madame une telle, là, la veuve, là, elle a des chambres à louer. Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça, une grange pour un fermier, voilà, c'est le tour est joué. Lorsqu'on parle d'une ville qui commence à être plus imposante, qui peut aller à 500 habitants, là, on peut en mettre une. Mais c'est quelque chose de bas de gamme, évidemment. Là. Il n'y aura pas de service pour s'occuper du cheval, ça reste votre responsabilité, puis la qualité n'est pas extrême non plus. Mais par contre, plus vous allez être dans des grandes villes, plus vous allez avoir un grand nombre de tavernes. Par exemple, pour ma part, je mets une taverne par 500 habitants. Donc, une ville, exemple, de 1500 habitants aurait donc 3 tavernes. Généralement, une de bonne, moyen et faible. Pour la capitale, par contre, là, je ne vais pas utiliser nécessairement le 1 sur 500. Parce que là, on parle de quand même pour avoir une ville de 10 000, 150 000 âmes. Donc là, ça change beaucoup. Mais une chose est certaine, une grande ville où la capitale va avoir un, une auberge de très haute gamme, reconnue par tous les nobles. Là, à ce moment-là, vous devez à peine débarquer de votre cheval qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre soin du cheval. Vous n'avez rien à vous occuper, vos bagages. Vous êtes aux petits oignons. Vous allez avoir le souper pour le soir, un bon repas, très bon repas de haute qualité, avec de la bière et du vin de très haute qualité, une chambre impeccable, les draps sont changés tous les jours. Euh, Vraiment, vous êtes choyé et le lendemain matin, vous avez le petit déjeuner. Ensuite de ça, vous aurez à peu près 3 auberges de grande qualité. C'est-à-dire un peu, comme je vous ai parlé, peut-être un petit peu moins de services, genre peut-être que le souper ne serait pas inclus en partant. La bière et le vin sont de bonne qualité, mais ce n'est pas des grands crus. Et la chambre est propre, elle est bien, mais sans nécessairement que les draps soient changés. Ce n'est pas des suites. Quoi.
Ensuite de ça, là, on irait avec plusieurs, là, 5 et plus, de moyenne qualité. Ceux de moyenne qualité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on s'attend à avoir. Un repas chaud, euh, de la bière et du vin de bonne qualité, là, ça se boit très bien. Le petit déjeuner le lendemain matin. Par contre, à l'écurie, il y a une écurie, mais vous êtes responsable de votre cheval, dans le sens que vous devez aller lui prodiguer ses soins. Ils vont le fournir la paille et tout ça, mais c'est vous qui scellez et décellez votre cheval. Et il va en avoir plusieurs, tout dépendant de la grande la dimension de votre ville, plusieurs petites auberges bas de gamme. C'est-à-dire, le soir, c'est une bouillie. Voilà, dans l'assiette. Merci beaucoup, bonjour. La bière, c'est de la bibine. Et le vin, c'est presque du vinaigre. C'est buvable, mais sans plus. Et pour la chambre, c'est une paillasse. De la paille recouvert par un drap, tout simplement. Et parfois de qualité de propreté douteuse. Et ceux-là, il y a une grande barre de bois pour attacher le cheval, et c'est tout. Il ne s'en occupe pas du tout. C'est à vos affaires. Évidemment, le prix varie selon la qualité que vous avez choisie. Les armuriers, euh, comme une village fermière, peut en mettre un, mais ce ne sera pas un armurier, ça va être plus à être comment je dirais, un forgeron, mais qui répare, ne va pas faire des réparations sommaires ou ce sera pas, il ne pourra pas vous faire une grosse armure et tout ça, là. C'est clair, net et précis. Et si vous faites quelque chose, c'est de niveau 1 ou niveau 2. C'est tout, 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 là. Par contre, plus vous allez dans les villes imposantes, plus vous pouvez augmenter euh, le nombre d'armuriers. Comme dans une ville portuaire, j'en mettrais un de qualité, peut-être un ou deux de basse qualité. Plus la ville est imposante, la ville principale qui est sur la route marchande, là, vous avez besoin d'un excellent armurier, un bon armurier et quelques ordinaires. La capitale, on recommence. Un excellent, reconnu par les nobles et tout ça, sort la bourse. Un ou deux très bons, tout dépendant de la grosseur de votre ville. Vous y allez, là, normalement, pour un armurier, je vais par 2000 habitants. Je vais en mettre un par 2000 habitants minimum. Mais là, je parle de qualité. Autrement, je retombe sur un pour 500 pour les faibles coûts. Et plus la qualité est basse, plus le prix est bas, évidemment. Pour, pour ce qui est des boutiques spécialisées, c'est-à-dire orfèvre, herboriste, alchimiste, sortent des choses qu'on ne voit pas partout. Boutique de magie, d'objets magiques. Il n'y en aura pas dans une ferme. Zéro pointé. Il faut avoir un herboriste qui va vous faire une petite potion de soins mineurs, peut-être, plus un onguent pour les brûlures, des choses comme ça, pour guérir les bobos qu'on voit en ferme. Pas vraiment rien pour les aventuriers. Ça peut les aider, les dépanner à la rigueur. Mais ça va être plus des herbes euh, pour agrémenter les repas, des choses comme ça qui vont être vendues. Par contre, une ville portuaire, là, évidemment, pour ce qui est des ingrédients, là, ça peut être plus. Les épices vont être de meilleure qualité. Et il peut y avoir un herboriste qui va être quand même bien. Niveau 3, disons, d'expertise, évidemment. Et plus la ville est importante, plus votre herboriste va être capable de vous avoir des potions imposantes. Capitale, là, vous allez avoir des potions de soins, même magiques. Euh, L'alchimiste, personnellement, uniquement, uniquement, si vous mettez dans une ville, à la capitale. Autrement, mettez-les loin. Pourquoi? D'un, c'est des chercheurs, les alchimistes.
c'est pas vraiment des marchands, c'est des chercheurs. Fait qu'ils veulent pas être dérangés à tout bout de champ. Ils peuvent l'être, mais on les met éloignés, ils vont faire partie d'un royaume, tout ça, ils vont avoir un noble qui rende des comptes, ou ils peuvent même être nobles eux-mêmes. Mais il faut que ce soit un petit peu plus difficile parce que l'alchimie, n'oubliez pas que ça peut rendre votre armure magique, ça peut transformer le plomb en or si vous voulez. Donc, il ne faut pas que ce soit facilement accessible. Jamais, jamais, jamais. Les guildes, maintenant. Guildes de mercenaires, guildes de voleurs, ce serait beaucoup plus discret. Guildes de marchands, encore une fois, selon la grandeur. Est-ce qu'on a besoin d'une guilde de mercenaires dans un village de moins de 500 habitants? Pas vraiment. À partir de 1500, on peut peut-être commencer à en mettre une. Il peut y avoir des guildes mineurs, majeures. Évidemment, la capitale va avoir les guildes reconnues. C'est eux qui les ont, c'est sûr et certain. La ville principale, celle qui est sur la route principale, va en avoir aussi. Généralement, ça va être des avant-postes de l'autre guilde de la capitale. Encore une fois, ça c'est ma méthode à moi. Ensuite de ça, les églises, la religion. Si vous en avez besoin, si ça fait partie de votre monde, vous en mettez. Généralement, il faut au moins mettre un représentant du panthéon principal du jeu. Question de si un joueur veut prier absolument ou faire un don, ou peu importe qu'il y ait la possibilité de le faire, qu'il y ait une représentation. Bon, on ne met pas une cathédrale en Touéville. C'est la capitale qui aurait une cathédrale. Autrement, c'est des églises. La grosseur de l'église dépend de la grosseur de la ville. Comme dans une petite, la petite ville fermière, ben, le prêtre a sa maison. Autrement, il fait ça sur la place publique où il va tout simplement visiter ses ouailles à leur maison. Il va leur parler là. Il va leur faire les prières là, des choses comme ça. Par contre, dans une ville comme la ville principale qui est sur la route principale marchande, va avoir une belle, belle grosse église importante. La capitale, là, on peut parler d'une cathédrale, et dans la ville, parce que n'oubliez pas que si on parle de 5000, 10 000 personnes, la ville va être grande. Là. Fait que vous pouvez placer plusieurs églises. Et pas tous nécessairement du même panthéon. Vous pouvez même avoir une église du mal. Euh, ça peut être toléré sur ben, enfin, quand je dis du mal, disons que les dieux peuvent être perçus de différentes façons. Mais pour le DM, c'est très bien que c'est plus les gens du mal qui vont prier tel dieu. Peut avoir une petite église aussi. Là. Ça dépend de comment vous voyez votre chef et comment l'arrangement aussi. Ça peut être tout simplement pécunier. L'Église verse un don, évidemment, c'est un don au Seigneur pour le remercier, de lui permettre, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours moyen de placer ce que vous avez besoin. Maintenant, comment on définit le prix, la valeur des marchandises ou des services offerts? Bien ça aussi, on y va avec la logique et le nombre d'habitants. C'est-à-dire que dans une petite ville, on va parler, vous prenez le prix normal. Disons que soit vous définissez vous-même, soit vous prenez dans les livres le prix de base qui est indiqué. Petit conseil par rapport à ça. Soit mettez-vous une note pour dire les armures, c'est telle page, ou carrément une feuille de prix devant vous, car ça casse un peu le rythme lorsqu'un joueur demande à un marchand elle est combien l'armure et que le DM dit ah, juste une minute, lance les dés, regarde. Les dés, c'est pratique. Moi, je l'utilise pour voir est-ce qu'il en a en stock et non s'il en a. Par exemple, une armure de cuir, je ne tire pas pour un marchand d'une ville portuaire. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Par contre, pour la capitale, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Pourquoi?
Parce que la capitale, c'est du luxe, c'est eux qui veulent. C'est possible qu'il n'y en ait pas parce que c'est pas ça qu'ils vendent. C'est les gens vont là pour avoir la qualité, pour avoir donc ils ne tiendront pas en stock ou très peu en stock les choses de basse qualité. Il va en avoir, il y a toujours moyen de trouver, là. C'est sûr et certain. Mais si on parle en général, comment définir le prix maintenant? On prend ce prix de base-là que vous avez déterminé ou dans le livre. Petit village, moins 25 de la valeur qui est écrite. Si on prend par exemple or, argent, bronze, évidemment toujours en dizaines, c'est-à-dire il faut 10 de bronze faire une argent, 10 argent faire une d'or. Okay? Principe de base. Vous pouvez utiliser la monnaie que vous voulez, le principe va rester le même. Si le prix, disons que pour une nuit dans une auberge normale, c'est une pièce d'argent pour la nuit. Et dans un petit village ou comme un fermier qui est là, ça va coûter 3 à 4 pièces de bronze. On va diminuer jusqu'à 25 de la valeur à 50 de la valeur. On joue là-dedans. Une ville qui est plus grande, la qualité est donc plus grande aussi. Là, on va augmenter la valeur. On va mettre la valeur normale, pardon. Là, on parle de entre 1500 et 3000 habitants, prix normal. Et lorsqu'on arrive à la grande ville principale ou la capitale, là, on peut doubler, voire même tripler le montant. Donc, au lieu d'une pièce d'argent, ça peut être 2 ou 3 pièces d'argent. Évidemment, là, on parle de dans la normalité, la qualité normale. La même chose, mais la qualité normale. Et plus la qualité est bonne, moi, je multiplie par 2. C'est-à-dire que ce qui coûte une pièce or normalement va coûter à peine la moitié chez dans un petit village pour un service. Pour un produit, ce n'est pas le cas, il va regarder le prix normal. Mais pour un service, ça va être payé moins cher. Par contre, à la capitale, ça va être payé le double du prix. Le même service. Pour les produits, c'est la qualité qui va compter. Mais l'armure de cuir que vous pouvez avoir à une pièce d'argent chez un fermier, parce qu'il vous vend la sienne, qui est un peu usagée, et vu qu'elle est rare à la capitale, ben, va probablement vous en coûter 2,5. C'est la base que je prends, moi, pour calculer. Ça fait que donc, vous prenez votre base et vous faites du fois 2 ou divisé par 2. Comme ça, c'est rapide. Et il y a toujours la négociation aussi. Hein. Moi, c'est mon prix de départ. Tous mes marchands, on peut négocier avec eux. Par contre, j'ai des marchands qui sont un peu bêtes. Ils ont de la misère à comprendre qu'eux doivent descendre. Non, ils montent à la place. Généralement, ça décourage les négociations. Vous pouvez en mettre des comme ça peut être utile. Il faut aussi définir les races qu'il va y avoir dans votre village. Pourquoi je dis ça? Ça a l'air bête. Mais disons que vous avez un groupe de joueurs, un elfe, un nain, un gnome, un halfling, un orc, et pourquoi pas, tiens, un elfe noir. Dans votre ville, que c'est juste des humains, est-ce qu'il y a aussi d'autres races? Si oui, parce que généralement, on va faire des quartiers. Les gens de même race aiment être ensemble. C'est un peu normal aussi. Soit que vous allez avoir un quartier nain, un quartier elfe, des choses comme ça. Comme vous pouvez arriver à une auberge et faire comme non, 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 nous, pas d'elfe noir chez nous, là. On n'en veut pas. Donc, être obligé de changer d'endroit, pas être servi parce que il va y avoir des préjugés et tout ça. Et ça peut amener de beaux moments aussi. Exemple, vous avez un nain dans votre groupe et il arrive en ville, et là, surprise, il vous demande s'il y a une taverne de nains. Bon, mais là, évidemment, si vous ne l'avez pas prévu, vous pouvez jeter un dé, mais allez pas faire je jette un dé et j'avais pas prévu, mais là, j'en mets une. Non, non, non. Tout simplement, c'est que il y a une des tavernes que vous avez fait
qui est réputé pour être côtoyé par des nains. Fait que là, voilà, ça, pouvez le modifier. Ne modifiez pas toujours toutes vos choses. Vous pouvez ajouter des choses pour vous aider, c'est parce que vous l'avez oublié, vous l'avez pas. Mais les choses qui ne sont pas définies, vous allez avoir plus de difficultés après à les gérer. Pour terminer, n'oubliez pas que dans toutes les villes, plus elle est grande, plus il va y avoir des secteurs. Ce que je veux dire par là, vous allez avoir une section des gens pauvres, de la noblesse, des commerces, comme si on prend la capitale. OK? La capitale, vous allez avoir au centre, comme je vous disais, sauf si vous voyez autrement, vous avez le droit. Au centre, le château du roi ou le palais du duc, comme vous voulez. Tout de suite alentour, il va y avoir milice, noblesse, cathédrale. On agrandit encore un peu. Là, vous allez avoir les riches marchands et un endroit pour le commerce, un endroit central. Pardon. On agrandit encore un peu. Là, vous allez avoir des échoppes un peu partout. Les échoppes de haute faction, de bonne euh, qualité, vont être proches des nobles et du château. Ils vont aussi être sur la route principale. Tout le long de la route principale, ce n'est pas des maisons normales qu'on croise. Généralement, ça va être des boutiques, des avant-postes, des guildes. Mais plus vous montez, plus vous devriez avoir des boutiques spécialisées. Si vous voulez un Orfèvre, il va être dans le rayon alentour du. Vous n'aurez pas ça dans le chemin principal ou dans le marché central. Il va avoir sa boutique dans le quartier noble. Même chose pour un alchimiste ou une boutique de magie. Vous pouvez avoir sur leur chemin une boutique de magie, mais ce ne sera pas la boutique de magie. Vous pouvez avoir une boutique de magie, c'est-à-dire que, ben là, vous pouvez avoir des potions de soins, des objets mineurs, une flèche plus un, des choses comme ça. Mais par contre, si vous voulez avoir une potion d'invisibilité qui dure, une potion de silence, un parchemin de quartier noble. Plus l'objet est important, plus il va être dans le quartier noble. Le coin le plus reclus va être le coin pauvre. C'est-à-dire, ça peut être au coin est, coin sud, coin ouest, peu importe. Le quartier pauvre va être là. Généralement, c'est le quartier malfamé. Si vous avez placé une taverne là, c'est celle la moins chère, mais celle où tu n'es pas certain de ressortir de là vivant. La milice a tendance à pas trop rentrer. Et ça existe, ces coins-là, et il y en a dans les villes, même la capitale. Et vous allez voir, le reste va être peuplé par les gens charpentiers, toutes sortes de métiers. On peut mettre quelques églises ici et là dans chaque quartier. Dans le quartier pauvre, il va y avoir un peu une église. Et généralement, elle va être respectée. Mais encore là, ça dépend de votre vision, de ce que vous avez prévu, de ce que vous voyez dans votre monde. Et je crois qu'avec tout ça en main, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir prévoir votre ville et que lorsque vos joueurs vont arriver à ces villes-là, vous allez être prêts, vous allez savoir exactement qu'est-ce que j'ai. Si votre joueur vous demande y a-t-il un alchimiste là, vous n'aurez pas besoin de lancer de dés, vous allez pouvoir répondre non, il n'y en a pas. Oui, il y en a. Vous allez pouvoir savoir déjà d'avance il est combien le carquois de flèches avec 10 flèches? Prix de base 10, grande ville. Elle est 20 pièces or, mon ami. Et voilà. Et ça va aller vite, ça va être fluide. Vos joueurs vont vous en remercier et vous allez vous allez trouver ça aussi plus agréable. C'est le fun de ne pas trop se casser la tête non plus. Ce qu'on veut, c'est s'amuser avec eux, non les faire attendre ou chercher. Ça va arriver. Il y a toujours un joueur qui va vous arriver avec l'impossible, que vous n'êtes pas certain, que vous allez être obligé d'aller vérifier dans le livre pour vous guider. Un petit conseil que je peux donner là-dessus, ne faites pas faire à vos méchants ce que vos joueurs ne pourraient pas faire.
Ce que je veux dire par là, c'est que si le méchant fait un sort qui rend les nuages jaunes, ben, si vous avez un mage dans votre équipe ou un sorcier, il devrait être capable de trouver ce sort-là éventuellement. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. C'est une chose que moi, je le fais toujours comme ça. Évidemment, il y a les sorts des dieux. Euh, on sort de la catégorie. C'est sûr que votre joueur peut y avoir accès. Il y a juste à devenir un dieu, c'est tout. Fait que j'espère que ça va vous avoir été utile, ne serait-ce qu'en partie, idéalement complètement. J'aimerais vous savoir vos commentaires encore une fois, et pas nécessairement juste des commentaires. Si vous voulez ajouter vos trucs à vous, compléter ce que j'ai dit, vous êtes les bienvenus. On peut en faire une discussion. Moi, je suis ouvert à ça. Et comme j'ai dit, les critiques, moi, je les accepte qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Si je veux, j'aime faire ça. J'aime vous donner mes trucs et essayer de vous aider dans vos démarches. Mais justement, je veux le faire de la bonne façon. Ça fait que s'il y a quelque chose que je dois corriger, gênez-vous pas de me le dire. Ça va me faire plaisir d'en tenir compte. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça va me faire plaisir encore une fois aussi. Ensuite de ça, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. La prochaine, si je ne me trompe pas, ça devrait être la partie 2 de comment créer une campagne. Ensuite de ça, je prévois probablement faire aussi une petite vidéo comme ça à part pour comment faire sa map. Si vous voulez créer votre continent, tout ça. Encore une fois, c'est bien d'être capable de tout prévoir, de ne pas aller trop à va comme je te pousse. Je vais sûrement faire une petite vidéo, je vous tiens au courant. Et pour terminer, n'oubliez jamais, si le DM te dit, il y a une mouche, tu la mouches. On se revoit bientôt. Merci, bye bye.